Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur ma chaîne YouTube Sandy Jacobi. Sandy Jacobi qui a créé une agence en expertise et en accompagnement marketing il y a 10 ans à Monaco avec sa sœur Laurie. Salut Sandy, comment vas-tu? Salut Raphaël, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton entreprise, ton agence pour ceux qui nous regardent? Alors oui, très simplement, en fait, My Marketing Experience, c'est une agence de conseil et de services en marketing. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, on a 10 ans, on vient juste de les fêter il y a 2 mois. Et nous, notre mission, c'est d'aider les entreprises à trouver leurs bons clients et à les convertir. Et pour cela, on va les accompagner dans leur stratégie et dans la mise en place de cette stratégie. Donc aujourd'hui, on s'adresse particulièrement aux entreprises qui sont en croissance, qui cherchent vraiment à développer leur business. Et plus spécifiquement, ce sont souvent des entreprises qui n'ont pas de service marketing. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles en marketing, ce n'est pas du tout leur dénominateur commun. C'est plutôt qu'elles n'ont pas en interne cette ressource. Et donc, nous, on est là pour combler ce déséquilibre entre les entreprises qui sont déjà de taille plus importante et qui ont une structure marketing et celles qui ont les mêmes aspirations, mais qui n'ont pas en interne et les outils et les personnes pour le faire. D'accord. C'est vraiment pour combler ces équilibres. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'ensemble de ce que tu fais? Parce que là, en off, justement, juste avant, tu m'as dit, on fait pas que du web. Donc, en fait, donc le web, c'est une partie, le web marketing, c'est une partie, je pense, qui est importante. Mais qu'est-ce que tu fais globalement, en fait? Qu'est-ce que tu proposes aux entreprises? Alors, effectivement, comme tu l'as dit, le web, c'est un volet. Mais, et comme on en discutait justement précédemment, nous, on est vraiment sur la partie amont, la partie stratégie. Mhm. Donc, on va aider nos clients à savoir qui sont leurs bons clients, travailler les messages, travailler également les offres. On a également des missions sur tout ce qui est avant le projet, avant que l'entreprise arrive. On travaille sur tout ce qui est faisabilité et est-ce que le marché est prêt. Donc, ça rejoint l'univers des études de marché pour certains. Après, on a la partie donc stratégie et puis la partie implémentation. Donc aujourd'hui, toi et moi, on le sait puisqu'on est de ce milieu-là, juste une stratégie, ça n'a pas tellement de valeur Ah, s'il n'y a pas derrière des actions qui sont mises en place. Et dans ce volet d'action, effectivement, le marketing digital, aujourd'hui, qui est incontournable, tient une grande place et nous intervenons également dans tout ce volet digital. ok. C'est quoi le plus gros problème de tes clients? Donc, tes clients, je le rappelle, hein, qui sont des entreprises. Donc, sur cette chaîne-là, je m'adresse habituellement à des entrepreneurs qui sont un peu solo. Pour une grosse entreprise, c'est quoi son plus gros problème? Alors, nos clients ne sont pas forcément des grosses entreprises, ce sont soit des TPE, donc une TPE, PME, D'accord? jusqu'à, on va dire, 15, 20, peut-être 50 personnes en interne, et également des entreprises qui sont un ou deux associés, donc des vraiment petites entreprises de plus petite taille. Leur dénominateur commun, je dirais que ceux qui sont il y a les profils des personnes qui sont techniques, qui vendent quelque chose de très technique Mm. et qui, du coup, sont très bons et très experts dans ce qu'ils font, mais qui vont avoir du mal à le vendre. Ils ont du mal à montrer l'étendue de la valeur de ce qu'ils vendent. Alors déjà, j'utilise le mot valeur, mais c'est un mot qui est déjà du jargon finalement marketing. Eux C'est n'ont vrai. pas du tout conscience de ça. Oui, hein, tu le remarques, c'est plutôt des gens comme toi et moi qui utilisons ça. Et donc finalement, ils vont avoir du mal à se différencier de leurs concurrents. Et on a également des entreprises qui ont déjà trouvé leur marché, qui sont déjà à un stade un peu plus avancé, mais qui cherchent d'autres relais de croissance pour attirer des clients. Ok. Typiquement, ça peut être des entreprises qui ont un ou plusieurs commerciaux. Donc, commercialement, il y a une activité, mais ils voudraient avoir d'autres moyens d'acquérir des clients. Pas forcément du phoning, pas forcément de la prospection à froid. Et effectivement, là, le web va prendre le pas. Enfin, va D'accord. prendre le pas. On va lui faire prendre le pas. Ouais, ouais, ouais. Tu le mets en complément et donc, complément. Exactement. D'accord. Très bien. Ce qui va leur Euh, permettre de digitaliser aussi leur activité. d'accord. Comme je l'ai dit là en introduction en fait de la vidéo, donc ton agence web vient de fêter ses 10 ans. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la création de ton agence, sur on va dire un petit peu ton parcours. En fait, déjà, pourquoi tu as choisi de faire du marketing à la base? Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure? Alors, j'ai juste corrigé, hein, c'est pas pour te contredire, mais on n'est pas une agence web, on est vraiment une agence Oui, marketing oui, et excuse-moi, c'est un... marketing digital. Non, non, mais je t'en prie. Alors, si je reviens
à la genèse, en fait, je crois que finalement, c'est un univers qui nous a beaucoup plu donc Laurie, qui est ma sœur également et cofondatrice. Et on a rapidement, très vite testé des choses, mais sans savoir que c'était du marketing. Donc, tu vois, quand tu fais des petits boulots étudiants ou Ouais. quand tu testes des nouvelles choses. Donc, je vais livrer quelque chose que très peu de gens savent, puisque tu poses la question. Yes. Et que durant nos études, c'était le tout début du marketing digital, mais alors vraiment le début. On remonte aux années 2000, je dirais. Et en France, il existait, tu sais, ces sites d'enchères, genre, il y avait eBay aujourd'hui, mais avant, il n'y avait Ouais, pas eBay. Encore avant, il y avait Auckland. Et en d'accord. fait, on trouvait ça génial et on vendait des chaussures, alors, tout ce qu'on pouvait essayer de vendre pour se faire un peu d'argent. Donc, c'était vraiment dans un but de la curiosité et de se faire un peu d'argent en tant qu'étudiante. Mais on avait quand même remarqué un truc, c'est que la manière dont tu écrivais tes annonces, à l'heure à laquelle tu diffusais tes annonces, le pays dans lequel tu diffusais tes annonces avait vraiment un impact sur tes ventes. Je m'entends, typiquement, si tu vendais un t-shirt et un short en même temps, si dans ton annonce, tu disais « je vends le short qui va super bien avec », tu avais beaucoup plus de chances de vendre les deux articles. Alors, ce sont des techniques qui aujourd'hui paraissent évidentes quand tu vends, mais là, on est vraiment au balbutiement d'Internet. Et donc, on a commencé comme ça pour se faire de l'argent. Et on a trouvé ça super cool. On a adoré le marketing digital, qui ne s'appelait pas marketing digital. Hein, ça s'appelait rien, en fait, à l'époque. Ouais, bien sûr. Ouais. Et on était étudiante en marketing et on a décidé, comme ça nous plaisait beaucoup, de faire un mémoire sur le marketing digital. Donc, on est on a écrit le premier mémoire sur le marketing digital de l'université où on était. C'était, ouais, je pense en 2000 ou 2001, un truc comme ça. D'accord. Et puis, finalement, comme on s'y intéressait l'une et l'autre beaucoup, on a continué des stages dans le marketing. Mais à chaque fois qu'on arrivait en stage, c'était pour essayer de les initier et de donner une impulsion vers le digital. Alors, attention, parfois, ça n'a pas du tout marché. Hein. Ouais, Il y ouais, avait ouais. encore des gens à l'époque. C'était Internet, oui, c'est un effet de mode. Hein, Même encore clairement. maintenant, hein, Même, ouais, certains enfin, secteurs j'espère sont. que maintenant, il y a un peu plus de prise de conscience. Mais en tout cas, à l'époque, quand tu arrivais et que tu disais ça, c'était genre, qui sait, celle-là, elle est un peu bizarre. Ouais. Mais au final, même si c'était un peu bizarre, ça nous a quand même ouvert des portes pour nos premiers jobs. Donc, on a été salariés par le passé. On a eu 3 jobs salariés chacune. Et c'est vrai qu'à chaque fois, en tout cas pour ma part, je suis arrivée sur un poste en marketing qui était une création de poste. C'est-à-dire que j'arrivais dans une entreprise où il y avait tout à faire. Digital ou pas digital, tout à faire au niveau marketing. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte un jour, au bout de mon 3e emploi, je me suis dit, mais en fait, il y a sûrement quelque chose à faire. Il y a tellement d'entreprises qui ne sont pas structurées, qui n'ont pas les bons outils et qui finalement, après, ça marche beaucoup mieux pour elles une fois qu'elles ont ça. Donc, il y a sûrement un business d'aider ces boîtes. Et c'est vrai qu'en plus de nos jobs salariés, on était beaucoup contactés à l'extérieur par des gens qui disent est-ce que tu pourrais m'aider, mais bon, aider les gens comme ça en plus d'un job salarié, c'est très très compliqué, on n'a Oui. pas tellement de temps. Et c'est comme ça qu'un soir je suis allée voir Laurie, je suis allée taper à sa porte, je lui ai dit mais ça te dirait pas qu'on monte une entreprise où on aide les entreprises qui n'ont pas de responsable marketing, qui n'ont pas de marketing. Alors avant on s'appelait My Marketing Manager, Oui. qui n'ont pas de marketing manager, et puis du coup on va les aider, et notamment dans l'implémentation de toute cette partie digitale. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. D'accord. Super Et, intéressant. et alors, pour la petite histoire, on vend toujours sur Internet. On est toujours sur ces sites de revente. D'accord. Ouais, Ça ne nous a jamais quitté. c'est une Ah non, passion. ça ne nous a jamais quitté. C'est vraiment une passion. D'accord. Au fur et à mesure du temps, je vais m'intéresser un petit peu au développement justement de ton agence, parce que c'est une thématique, c'est la thématique de ma chaîne en fait. Pour faire grossir ton agence, bon, au début, comment tu es allé chercher des clients? Je suppose que tu n'utilisais pas forcément le marketing digital parce qu'il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore LinkedIn, il n'y avait pas encore YouTube. Comment vous avez réussi au début à vous faire votre première base de clients? Alors, je pense que LinkedIn et Facebook existaient, clairement, oui, il y a 10 ans, mais ce n'était pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Il y avait Ouais, beaucoup moins de fonctionnalités. Mais Facebook existait, c'est sûr. LinkedIn, c'était encore LinkedIn et Viadeo, tu sais, ouais, Viadeo, oui. qui est tombé, qui est au cimetière maintenant, je pense. Alors, moi, je n'étais pas commerciale. Je sais que parfois, on confond les gens du marketing et les gens du commercial. J'ai appris à aimer le métier de commercial, mais ce n'était pas là d'où je venais à la base, et Laurie non plus. Et qu'est-ce qu'on a fait? Finalement,
on a testé des méthodes comme le phoning. Ouais, on l'a fait. Pour moi, ça a été horrible, hein, clairement. Ouais. Une douleur extrême. Je vivais très mal les gens qui raccrochaient, les gens qui n'étaient pas cool. Mais on a quand même eu des gens sympas au téléphone, juste sympas. On a peut-être eu 1 ou 2 rendez-vous grâce au phoning. Mais je pense pas que c'est ce qui a donné le plus concrètement les premiers clients. Donc, je vais déjà te dire qui a été peut-être pas qui, mais comment on a eu notre premier client. Parce que finalement, notre premier client, il est arrivé 2 semaines après qu'on ait annoncé qu'on créait la boîte. Et c'était un ancien directeur. C'est quelqu'un qui j'avais bossé, qui avait été mon manager et qui avait lui-même monté sa boîte. Et je pense que c'est un conseil que je pourrais donner, c'est que finalement, quand on monte sa boîte, si on voit que dans les anciens managers qu'on a eus, il y en a qui pourraient faire appel à nous en externe, il faut aller les voir. Parce que s'ils aimaient travailler avec vous et s'ils vous connaissent déjà, ils savent déjà que vous êtes fort dans votre métier et que vous avez quelque chose à apporter. Donc, ça peut être des premiers clients. Bon, tout le monde n'a pas forcément cette opportunité, je suis d'accord. Ouais. Donc, nous, très concrètement, notre premier client, c'était un ancien manager à moi. Et après les autres, eh bien, en fait, nous, on a démarré très tôt, dès le début de My Marketing. Donc, à l'époque, c'est My Marketing Manager. Aujourd'hui, on a changé de nom aux 10 ans, c'est My Marketing Experience. On a ouvert un blog et on a écrit, je ne mens pas, je pense 2 articles par semaine. Donc, c'était énormément de travail. Oui. Mais je pense que tu sais très bien de quoi je parle parce que c'est pas juste écrire pour écrire. C'était toujours très documenté. Il y avait des conseils. Ça prenait beaucoup de temps. C'était avec des outils qui sont pas du tout ceux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des super outils, mais à l'époque, c'était pas toujours de très grande qualité. Et en fait, en bloguant et en diffusant sur les plateformes comme Twitter et Facebook, en relayant. Oui. Ça nous a fait gagner énormément de visibilité et c'est comme ça aussi qu'on a eu nos premières demandes, donc qui sont arrivées après par le site internet. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, on a bénéficié d'un référencement naturel. Alors attends, je ne dis pas que c'est encore la même chose aujourd'hui. Là, je te parle d'il y a 10 ans. Le référencement naturel, c'était beaucoup plus facile de se placer il y a 10 ans. Ouais. Exactement. Il y avait beaucoup moins de contenu, il y avait beaucoup moins de concurrence. Et à l'époque, il y a 10 ans, quand tu bloguais, je ne dis pas que tu étais seul, mais c'était un peu un océan bleu quand même. C'est clair. Alors, on n'était pas non, clairement, il y en avait d'autres, mais tu pouvais beaucoup mieux te faire voir et te faire identifier qu'aujourd'hui. Donc, on était là, on a fait ce qu'il fallait faire au bon moment. Je dirais ça. Et la grande force de faire ce travail d'entrée, c'est que tu acquiers un référencement naturel qui est intéressant et qui va te servir pendant plusieurs années. Oui. C'est quelque chose qui te permet de continuer d'avoir des visites. Donc, c'est comme ça, sincèrement, qu'on a eu nos premiers clients, pas avec de la pub, pas avec… Mais la publicité est arrivée, on a quand même commencé à la tester. Je dirais que la première publicité sur Facebook, on a dû la faire en 2012 ou 2013. Donc, ça commence à exister déjà. Je ne sais pas si tu t'en souviens, ce n'était pas du tout les mêmes plateformes de pub. Non, moi, j'ai commencé en 2015, en fait. Je n'étais pas dans le web avant 2015. Ah, ok. Donc, j'ai fait du référencement naturel aussi avec mon ancienne entreprise et c'est comme ça, en fait, que je me suis pris de passion pour le web grâce au SEO, mais j'avais fait un peu de Google Ads Ah oui, tu vois, par exemple, moi, confession, Google Ads, ça n'a jamais fait partie de ma stratégie. D'accord. Très bien. Bon, c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. En tout cas, on n'a pas choisi ce canal. Ouais. Et pour te donner un ordre d'idée, en 2012 ou 2013, alors je sais plus trop les dates, on a commencé à développer une activité de formation. Ouais. Parce que on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, notamment sur les médias sociaux pour les entreprises, il y a des entreprises qui avaient une équipe marketing, mais qui manquaient de compétences. Pas qu'ils étaient nuls, mais tu sais, il faut tout le temps se former. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait faire des formations. Donc, on a développé cette offre. Et ce qui était drôle, c'est que à l'époque, avec 10 € de budget pub, et je m'en passe, c'est vraiment 10 €, je remplissais une salle à Monaco. D'accord. Juste avec 10 €. Aujourd'hui, ça me semble complètement surréaliste. Tu sais que tu vas faire pleurer beaucoup de personnes. Mais oui, mais attendez, aujourd'hui, je n'y arrive plus du tout. Ouais, c'est évident. Le but de ce propos, c'est de dire qu'il y a certains outils qui marchent très bien à certains moments et qu'il faut juste savoir bien les identifier et les utiliser. C'est pas voué à perdurer. Et sincèrement, à l'époque, même si j'avais mis 100 € et que ça m'avait rapporté la même chose, ça restait rentable de mettre 100 € pour obtenir ce résultat à l'époque. Bien sûr. Il faut pas
Ceci dit, l'année dernière, j'ai encore une très belle expérience puisque avec 100 € mais là sur LinkedIn, ça nous a permis d'avoir 2 clients et je pense que le total, on a dû faire sur 100 €, on a dû faire fois 2000 du coup. Ah, Ou c'est une bonne. non, fois 200, pardon, fois 200. Attends, que je calcule, c'est ça, fois 200. Ouais, fois 200. Et ça reste super intéressant. C'est clair. C'est clair, Donc, mais je me souviens que tu avais parlé parce qu'on s'était vu à Barcelone pour un séminaire et tu avais parlé de cette stratégie, il me semble, en juin dernier. voilà, c'est Ça ça. m'avait marqué en fait. Justement en parlant de. C'est pas à Parce coup que sûr, hein. comment? C'est pas à coup sûr, c'est pas à tous les coups en gagne. Ah non, Hein, non, c'est pas à coup sûr. Mais moi aussi, j'ai de temps en temps des pics sur Google Ads ou sur Facebook qui sont assez étonnants et j'essaie de le répéter, même des fois dans le même corps de métier, avec une offre qui est similaire et j'obtiens pas du tout le même résultat. Donc, il y a des choses qui rentrent à certains moments en compte qui sont un peu, je sais pas, dur à définir en fait. Et à répliquer. Oui, à répliquer exactement. Tu me parlais justement des outils en fait, que c'est bien de les identifier parce que les outils en fait vont pas fonctionner à un instant T et vont fonctionner très bien peut-être 2 ans avant et tout. Toi aujourd'hui là en 2020, quel est l'outil que tu penses qui représente une opportunité pour aller trouver des clients euh, sur lequel il faut s'engager parce que justement il n'y a pas encore beaucoup de monde et c'est très efficace. Alors, je parlais de 2 choses. Alors, nous, on est spécialisé B2B, donc c'est vrai que mon propos va plus s'adresser à des entreprises en B2B, mais on pourra éventuellement aborder un peu le B2C. Même si tout le monde en parle énormément et que ça fait un gros buzz actuellement, LinkedIn reste encore un terrain, à mon sens, qui n'est pas saturé comme Facebook ou, en tout cas, en termes de médias sociaux. Ça reste aussi un canal où on peut obtenir des résultats plus rapidement que sur le référencement naturel, donc le SEO. Ah oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter le SEO à la poubelle ? Pour ma part, non. Hein. Je ne pense pas du tout que ce soit à jeter à la poubelle. C'est juste que c'est quelque chose qui est sur du plus long terme et que donc, on ne peut pas en attendre des résultats en 1, 2 mois. Et même ceux qui disent qu'en 3, 4 mois, ils ont des résultats, je reste encore assez méfiante parce que si tout le monde s'y met sérieusement, tout le monde va avoir des résultats en 3, 4 Ah ouais. mois et j'y crois moyennement. Mais par contre, je reste foncièrement convaincue que c'est quelque chose qu'il faut conserver et cultiver dans la durée. Ça doit toujours faire partie, en tout cas pour en B2B, c'est assez intéressant. Oui. Mais encore une fois, ça va dépendre de la stratégie. Ce n'est pas une règle universelle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas l'écarter complètement. Sur les outils qui restent, à mon sens, utiles, donc il y a LinkedIn. Et LinkedIn qui est une plateforme, pour du personal branding. Donc, c'est vrai que quand on travaille avec des entreprises où ton expertise est forte, il va être nécessaire de le faire savoir, mais en tant que personne. Et pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais j'ai une page entreprise sur LinkedIn ». C'est mieux que rien du tout. Mais on est des êtres humains et on va beaucoup plus s'engager avec des personnes qu'avec des pages entreprises. Donc, juste une page entreprise active, ça ne suffira pas pour avoir des résultats. On constate que c'est quand en tant que personne, être humain, qui porte des valeurs, une vision et un message, c'est là où on va avoir le plus d'impact. D'accord ? Donc, pour moi, ce média, et je parle aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, je n'aurai pas le même propos. Hein, donc, Ouais. Malheureusement, ce podcast va peut-être avoir une obsolescence accélérée. Et après, ce qui fonctionne, et je parle de mon expérience, hein, enfin la mienne et avec nos clients, ce qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est de l'emailing personnalisé. C'est-à-dire, alors nous, on appelle du sales engagement, d'autres l'appellent autrement. Ce sont des techniques marketing par email qui vont permettre d'aller toucher des personnes identifiées, pas dans la masse. Donc, il y a quand même ce travail d'aller faire du marketing de grands comptes ou de comptes. Alors, on va appeler ça de l'account-based marketing, si tu veux, mais je n'aime pas trop les termes techniques. Mais au moins, on sait à qui on s'adresse. Ouais. Une fois qu'on a identifié le bon interlocuteur, on va lui adresser des messages pertinents, mais de manière régulière. Et j'insiste vraiment sur la manière régulière parce que j'ai trop souvent une conversation avec des gens qui me disent « Ah, mais j'envoie un email, mais les gens ne me répondent pas. » Toi qui es marketeur et digital, tu sais très bien que ce n'est pas en envoyant un email. Alors, on peut avoir un taux de réponse, bien sûr, sur un seul email pour les plus motivés et les plus disponibles. Parce que ce n'est même pas une question de motivation. C'est qu'il faut être motivé et disponible au moment où on reçoit l'email, avant qu'il y en ait 12 ou 13 qui arrivent par-dessus dans la seconde d'après. Donc,
il faut répéter et répéter de différentes façons. Il faut avoir plusieurs points de contact. Donc, à mon sens, ce qui est très important, c'est d'offrir plusieurs opportunités de contact Mm. et d'arriver également à avoir des messages qui sont pertinents. Ouais. Et on en parlait un peu avant. Juste écrire pour écrire. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent systématiquement le même message. Ils n'ont toujours pas compris que je ne serai jamais leur cliente parce que voilà, déjà, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je n'ai pas le besoin. Donc, avoir également travaillé du contenu. Ouais. Donc, je sais que toi, c'est un peu aussi ton dada. Ouais. Mais le contenu, encore une fois, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il fait du contenu. Oui. Finalement, presque. Hein. Ce qu'il faut arriver à... Moi, je prône pour peut-être moins de contenu, mais quelque chose avec beaucoup plus de valeur. D'accord. Ça va beaucoup mieux aider ton client. Ouais, mais je te suis complètement. Donc, il faut avoir des techniques justement de création de contenu, peut-être même de copywriting pour faire un vrai contenu qui se démarque. Dans ce que tu viens de me dire, il y a quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse parce que tu m'as parlé d'email marketing, donc de cibler en fait des personnes, de cibler la bonne personne pour lui envoyer les emails. En termes d'acquisition, est-ce que tu vas essayer de capter l'adresse email de la bonne personne, tu l'identifies avant et puis tu lui proposes quelque chose contre son adresse email, ou alors est-ce que c'est du mailing froid où tu vas avoir des listes et tu vas essayer de qualifier ces listes d'une certaine manière Alors, il y a déjà un énorme vivier complètement inexploité, très souvent inexploité. Alors, je ne vais pas dire par tout le monde, mais c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'utilisent pas les emails qu'ils ont déjà. Oui, et ce sont les emails qui ont le plus de valeur. Et ce sont les emails qui ont le plus de valeur et qui sont les plus faciles à avoir en plus. Ouais, moi, je fais du x10, x20 avec une toute petite liste d'emails que j'ai et ceux que je capte via YouTube ou le référencement naturel, ça a des résultats qui sont très en deçà en fait. C'est que déjà, tu as tous les gens qui t'ont, une fois dans leur vie, fait une demande. Oui. Tu as tous les gens qui, une fois dans leur vie, ont été clients, peut-être petits clients, enfin petits clients, pas une grosse prestation, mais en tout cas qui l'ont été. Et il y en a, ils ont, même si tu en as 100, d'accord, ce qui n'est pas énorme, mais c'est déjà 100, travailler cette base régulièrement peut être utile. S'adresser à ces personnes est utile. Et donc, c'est vrai que j'ai souvent cette conversation, on me dit, Sandy, c'est fou, on a mis cette action en place, mais ces gens, on les avait déjà contactés et ils nous avaient dit non et aujourd'hui, ils nous font une demande. Je dis, oui, mais ce n'est pas anormal parce que, ils vous connaissent. Oui. Donc, si vous avez dit non ou si vous avez acheté un concurrent, bon, peut-être parce qu'à cet instant T, ils pensaient que c'était le meilleur choix, mais ils ont pu changer d'avis, ça a pu mal se passer, ils peuvent avoir un nouveau projet. Il y a 1001 raisons qui peuvent faire que quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé et qui vous a dit non, ou ça c'est pas, ou il vous a dit non, ou il vous a dit oui, mais vous n'êtes pas revenu vers lui, peut redevenir client aujourd'hui. Donc, surtout, ne pas se passer de ça. Et en plus, l'information, elle est disponible. Alors, certes, ça fait quelques années, peut-être que la base, il y aura un peu de déchets parce que les gens ont changé de boulot. Mais ça, ma foi, si vous avez un retour de mail, on peut toujours reprendre le téléphone, dire qui a remplacé la personne. Parfois même dans l'auto-reply, il y a écrit merci de contacter telle personne et on le met à jour. C'est pas hyper compliqué. Mais donc, déjà, faire le travail sur les personnes dont on a le contact, ça ouvre des opportunités. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. C'est clair. D'accord ? Oui. Et après, effectivement, alors moi, j'achète très rarement, mais alors vraiment très rarement, des bases d'email où je les loue. En général, c'est plutôt mes clients qui me le demandent, pour être complètement transparente avec toi, que moi qui le préconise. Ouais. Parce que je n'ai pas toujours eu de très bonnes expériences. Souvent, ce n'était pas très qualifié. Souvent, les critères de segmentation qu'ils proposaient, ça ne collait pas avec ce que moi, je voulais. Donc, voilà, pour plusieurs raisons, ce n'est pas là où moi, en tout cas, j'ai eu les meilleurs résultats. Voilà. Je te confirme, moi aussi j'ai fait des tests et ça a été, voilà. ça a été beaucoup de temps et un peu d'argent en fait mis en l'air en ce qui me concerne. J'ai pas eu de retour positif en fait par rapport à ça. Exactement. Je te rejoins là-dessus. Donc après, les techniques si on n'a pas le contact, effectivement, on va identifier les entreprises, déjà les comptes, les bons interlocuteurs dans l'entreprise. Mmh. Puis, on va aller chercher les mails. Alors, je voudrais juste du coup faire un point RGPD avant que tout le monde bondisse. Oui. Parce que c'est effectivement extrêmement important de parler de la réglementation, puisque depuis 2 ans, je crois qu'on a RGPD. Alors, clairement, avant, on pouvait faire ce qu'on voulait. Hein. C'était un peu l'Eldorado, c'est vrai. Mais en tout cas, nous, ce qu'on pratique, et ce qui est du coup dans les règles, c'est qu'à partir du moment où le message qu'on envoie à une personne
et sur un email professionnel. Donc, effectivement, c'est une donnée personnelle, mais professionnelle, mais ça reste dans un cadre professionnel. Ce n'est pas un Gmail, Yahoo. Par exemple, nous, on ne le fait pas. On n'envoie pas de. Si c'est dans le cadre professionnel, en tout cas, on envoie, et que ce n'est pas de l'opt-in, on ne fait pas de Gmail, de Yahoo, de fournisseurs d'accès qui sont plutôt perso. Et donc, à partir du moment où le message est ciblé et pertinent pour la personne à laquelle tu t'adresses, c'est autorisé. Ouais. Alors peut-être que certains vont dire oui, elle joue sur les mots, c'est un peu une zone grise. C'est pas faux, c'est vrai. Mais en tout cas, ça reste légal. Et aujourd'hui, il faut aller. Alors je dis pas ruser. Ce sont des techniques de growth hacking assez basiques d'ailleurs. C'est pas là pour le coup, c'est pas hyper technique. Mais en tout cas, c'est certain que si demain, Raphaël, je t'envoie un mail pour te proposer un four à pizza, j'ai pas le droit. Non. Parce que si je me suis bien renseignée sur toi, t'es pas pizzaiolo et t'as pas une pizzeria. Et donc, du coup, la démarche n'est pas professionnelle en fait. La démarche n'est pas professionnelle. Je suis pas pertinente. Tu essayes de vendre quelque chose à un particulier, c'est là où il y a la nuance, ouais. Ou un particulier, ou même Raphaël en tant que professionnel. Bien sûr. Je suis supposée avoir une connaissance de ce que tu fais. Et t'es pas pizzaiolo. Donc, par contre, si je viens et que je te propose, je sais pas moi, mes services de référencement naturel. Tu peux dire non, mais en tout cas, je suis pas hors propos, quoi. Je suis pas hors sujet si je t'aborde. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc nous, on reste on s'assure bien qu'on s'adresse aux bonnes personnes et aux bonnes entreprises. Mais ça, c'est un travail qui est fait de toute façon avec le client. On a une bonne connaissance de qui il veut travailler. Et donc, on va faire ce travail. On collecte les mails. Alors, il y a plusieurs techniques, mais ça prendrait un peu de temps d'en parler là. Et après, on peut faire ce travail donc nous, on appelle ça du sales engagement. C'est faire progresser la personne dans la connaissance qu'elle a de ton entreprise. Et l'objectif, c'est pas de vendre, c'est de vendre un rendez-vous. D'accord ? On est en B2B, on va pas déclencher une action « Ah, j'adore, je vais l'acheter maintenant ». Par contre, l'objectif, c'est décrocher des rendez-vous. Oui. Uniquement ça, téléphonique. Bon, face à face, en ce moment, il y en a un peu moins, mais déjà téléphonique. Donc, c'est vraiment l'objectif principal, c'est ce qu'on appelle du lead. Oui. Juste pour rebondir et tout par rapport à justement ces stratégies que tu disais, l'email marketing, j'ai lu il y a 2 mois une étude américaine qui calculait un petit peu le ROI de l'email marketing, du référencement naturel, du médial social. L'email marketing a un ROI qui est 2 fois supérieur en fait au référencement naturel, qui a le 2e meilleur ROI derrière en fait. Donc, c'est social media ? Ouais, c'est le. Donc le plus bas, c'est social media. Le plus bas, c'est social media, qui est juste à côté du référencement naturel. Et dans le référencement naturel, je pense qu'ils ont inclus YouTube aussi. Parce qu'on est un peu sur les mêmes. YouTube, ouais. D'accord. Justement, je voulais te demander, toi, tu as une chaîne YouTube qui a aujourd'hui 5000 abonnés, il me semble. 5600 hier soir. 5600, bravo. Est-ce que ça t'apporte des clients, toi, dans ton domaine de B2B, d'avoir une chaîne YouTube ? Alors, non, je vais être très claire. Nous, notre chaîne YouTube, de par notre métier, n'est pas faite pour de l'acquisition de clients directement. D'accord. Alors, peut-être qu'il y en a eu un ou deux sur de la formation, j'en sais rien. Notre chaîne YouTube, on l'a créée pour de l'image et de la visibilité. D'accord. Parce que pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait précédemment, il y a ces techniques pour aller chercher des clients. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on préconise, ce n'est pas une seule technique, c'est d'utiliser plusieurs points de contact. On l'a dit un peu avant. Ouais. Et donc, ce que je trouve, ce qu'on voulait, vous savez qu'on s'est un peu lancé un peu comme ça quand même, parce qu'on trouvait ça cool et qu'on avait envie de le faire. Ouais. Et qu'on avait surtout envie de pouvoir parler aux gens. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que YouTube, comme les autres, comme le reste de ce qu'on fait, parce qu'on a une chaîne de podcast aussi, c'est plutôt pour avoir des points de contact et de la visibilité via plusieurs plateformes, de la même manière qu'on utilise LinkedIn. Donc, on n'est pas partout parce qu'on n'a pas vocation à être partout. Je ne suis pas sur TikTok, Facebook, je n'utilise pas tant que ça. On a choisi, on va dire, ce qui pouvait intéresser nos clients et nos prospects pour être présents, pour qu'ils nous voient. Et en fait, qui est ce phénomène de mémorisation. Après, il y en a qui passent leur chemin parce que voilà, c'est pas ça qu'ils recherchent, ou pas des gens comme nous, ils n'ont pas accroché. Bon, ça, c'est OK, hein, bien entendu, il n'y a aucun problème avec ça. Mais qu'au moins, les personnes avec qui potentiellement ça pourrait matcher, ils puissent nous rencontrer. Et vraiment, j'utilise le mot rencontre à plusieurs points différents. Ce qui arrive souvent, c'est des gens qui me disent « Je vous ai vu sur YouTube » et qui font une demande sur LinkedIn, par exemple. D'accord. Donc YouTube, c'est un petit peu fait quand même un petit peu d'acquisition. Ça contribue. Je dirais que
tout contribue à augmenter la visibilité. Donc, en plus, YouTube, c'est aussi bon pour le référencement. Hein. C'est pas pour rien non plus. Oui. Mais on va dire que c'est tout contribue à créer cette communauté pour qu'on soit visible auprès de cette communauté. Mais dans l'acquisition client, on a aussi de la recommandation. Bien sûr, heureusement d'ailleurs, hein, c'est celle qui est la plus facile. C'est la plus facile et c'est Mais au début, quand tu n'as pas de client. Puissante, ouais. Oui. Quand tu n'as pas de client, il faut bien quand même… Alors oui, il y a la recommandation qui est un canal d'acquisition important, mais également, nous, on a LinkedIn. La publicité sur LinkedIn aussi nous a rapporté des clients. Oui. Et les techniques de sales engagement nous ont rapporté des clients. Et aussi, en fait, dans la prospection, c'est quelque chose qui est très important pour nous également. D'accord, ok. Donc c'est intéressant pour résumer. Donc sales engagement, donc email marketing pour ceux qui comprennent pas ce terme qui est un peu plus B2B. C'est vrai, moi je l'utilise jamais du coup. Email marketing. Et ensuite, publicité LinkedIn qui viendrait en numéro 2 et ensuite le reste des points de contact. Souvent, on fait des campagnes ensemble en fait. D'accord. Hein, c'est souvent couplé. Ok. Parce que après, tu as ces techniques de retargeting. Bon, on ne va pas rentrer dans la… Non, bah là déjà, il y a beaucoup d'informations à digérer. Mais voilà, ce sont les principaux canaux qu'on utilise. Pour faire rapidement, le retargeting, en fait, c'est quand il y a une personne qui est venue sur votre site internet. Le retargeting, en fait, on va pouvoir afficher des pubs spécialement pour cette personne-là. Donc des pubs sur Facebook, sur Google Display, sur LinkedIn, on va pouvoir faire ça un petit peu partout. Et comme cette personne-là vous connaît déjà, en fait, la publicité est un peu plus qualifiée, en fait. C'est ça. Exactement. Tu l'as très bien dit. Qu'est-ce que là, ces dernières années, donc moi je t'ai rencontré l'année dernière au cours de justement d'un séminaire. Ces dernières années, est-ce que ton entreprise a pris un tournant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est accéléré? Est-ce que tu as découvert quelque chose en fait qui te manquait et qui a propulsé ton entreprise dans une autre dimension? C'est une super question. J'adore. Merci. Oui, clairement. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive à pas mal d'entreprises au bout d'un certain nombre d'années. Nous, on lui a même donné un nom à ce qui nous est arrivé. C'est Laurie qui l'a trouvé. On a été atteint du syndrome du t-shirt trop petit. Donc, on l'a appelé comme ça parce que tu arrives à un moment où, en fait, tu as commencé à mettre ce t-shirt au début, mais tu commences à être un peu à l'étroit parce que tu as envie de grandir, tu sais que tu voudrais aller vers autre chose, mais quand même, tu es un peu bloqué là-dedans. Et ce qu'il faut, c'est arriver à changer de t-shirt, mais c'est pas simple. C'est quelque chose qui est relativement difficile. Donc, pourquoi on a connu ça? Parce que, je pense qu'on s'est suffisamment vu pour que tu saches, nous, on adore apprendre, on est en apprentissage continu, et puis tu as envie de faire plus, tu connais de nouvelles techniques, tu as acquis de la maturité dans ton domaine aussi, c'est hyper important en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert, c'est que la maturité est importante, pas la maturité au sens de l'âge, bien sûr, mais la maturité dans le sens de ta pratique. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est que on s'est senti un peu bloqué, on ne savait pas comment afficher nos nouvelles couleurs et notre nouvelle identité et ce qu'on voulait faire encore plus. Et cette partie, surtout sur laquelle on voulait intervenir, c'était la partie stratégie sur laquelle on intervenait. On le faisait déjà, mais finalement, pas de manière officielle. On le faisait dans le cadre des missions opérationnelles qu'on faisait, qu'on exécutait pour nos clients. Du moins, on ne le faisait pas assez, en tout cas. Et donc, il y a eu ce moment où on s'est dit toutes les deux, il faut qu'on trouve une solution parce qu'aujourd'hui, il y a trop de frustration par rapport à ça. On n'est pas au potentiel où on veut être. Et quand je te parle de potentiel, c'est pas nécessairement lié à un chiffre d'affaires. Bien sûr, après, ça te permet d'accéder à des nouvelles étapes, mais je parle même en tant que potentiel personnel. Oui. Donc, ça a été un moment très inconfortable, pas du tout agréable, que vivent beaucoup de nos clients, finalement, parce qu'aujourd'hui, les clients qu'on a sont dans ces étapes-là, et c'est certainement pas du tout un hasard. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a remis tout à plat, complètement, sur avec qui on voulait travailler, ce qu'on voulait faire, nos messages. D'ailleurs, notre site internet a complètement changé, et ça nous a même fait changer de nom, puisqu'on est passé de My Marketing Manager. Et manager, c'était bien, mais ça nous enfermait dans le mot manager. Donc, le manager qui est l'exécutant, ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais notre niveau de maturité faisait qu'on n'était plus à ce niveau-là. Et on l'a transformé My Marketing Experience parce que
le vrai message, et aujourd'hui sur lequel on travaille, c'est vraiment de faire vivre une expérience unique à nos clients, mais surtout que nos clients puissent faire vivre une expérience unique à leurs propres clients pour les attirer et les fidéliser. Et en fait, ce mot résumait vraiment beaucoup mieux ce qu'on voulait offrir, ce qu'on a à offrir. Et ça s'est traduit également, quand je te dis que ça a été la révolution, c'est que on a changé nos offres, puisqu'aujourd'hui, on a décidé de lancer il y a 18 mois une offre d'accompagnement pour aider les entreprises qui veulent ou trouver leur marché ou avoir plus de clients. Je parle vraiment quand elles en sont à ce stade où on en était, alors ou au début, ou la crise où tu te dis il faut que ça change, vraiment j'en peux plus, j'en ai marre, je veux que ce soit différent. Et je trouve ça toujours fou de le dire, mais pourtant c'est vraiment la réalité, c'est qu'à partir du moment où on s'est dit on le fait, on a eu 10 clients. Alors 10 clients c'est peu pour certaines personnes, mais en fait 10 clients c'est beaucoup dans ce genre de service d'accompagnement. Je confirme, ouais. C'est un gros travail, il y a une relation qui se crée et c'est extrêmement épanouissant. Moi, je veux dire, Laurie comme moi, on s'éclate à faire ça. Et ce qui est super, c'est qu'on a un taux de satisfaction qui est hyper élevé. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux quand tu as des clients contents? Qu'est-ce qu'ils font, les clients contents? Ils recommandent. Et donc, on ne fait pas que ça. On continue de faire aussi ce qu'on faisait avant. Oui. Mais on a vraiment beaucoup développé ça. Et ça a émergé suite à ce moment très inconfortable, cette prise de conscience qu'en fait, tu peux faire beaucoup plus. Et aujourd'hui, on aide nos clients à traverser cette crise et à la transcender, on va dire. D'accord. Tiens, justement, comment vous traversez un petit peu cette crise du coronavirus? Est-ce que c'est une question taboue? Comment? Taboue? Je ne sais pas si elle est si taboue. Oui, alors, moi, je vais être très honnête avec toi. Déjà, à titre personnel, c'est compliqué. Ouais. Parce que j'ai 2 enfants qui ne retournent pas à l'école. Je suis dans le même cas. 3 mois, voilà, comme toi, ça fait déjà 3 mois qu'ils sont à la maison et ils ne reprennent l'école que dans 3 mois. Donc évidemment, en termes d'organisation du travail, c'est pas évident. Donc ce qu'on a fait, je vois beaucoup moins mon binôme, Laurie, puisque elle est exactement dans la même situation que moi. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que nous, juste, je lance un message parce qu'il y en a qui pensent que il y a des bons moments pour lancer une boîte ou pas. Alors, nous, on a fait 4 enfants dans les 5 premières années de la boîte. D'accord. Et on est toujours en vie. Donc, je pense que le coronavirus, on devrait s'en sortir aussi. Oui. Donc, c'est compliqué au niveau de l'organisation du travail. C'est un gros bouleversement. Donc, c'est pas tant le fait de travailler en télétravail, la visio, parce que ça, c'était déjà acquis. Nos clients sont souvent pas à côté de chez nous. Donc, ce n'est pas les outils qui sont un problème, mais l'organisation du travail, ce n'est pas simple. Et après, nous, on a la chance d'avoir des clients qui sont, certains clients qui sont fidèles, donc on les a toute l'année. Donc, ceux-là, ils sont toujours là. Mais ce qu'on peut constater quand même, c'est que dans certains secteurs d'activité, c'est les prises de décision qui vont être un peu plus longues. Donc, oui, bien sûr qu'on est nous-mêmes impactés. Là où, par contre, il y a des choses intéressantes. Moi, je ne suis pas de l'école de dire il y a plein d'opportunités, pour qui sait les voir, il faut aller saigner les gens. Ce n'est pas ma philosophie. Mais oui, il y a des opportunités. Oui. Et clairement, si d'un côté, il y a des affaires qui se signeront plus tard ou qui ne se signeront probablement pas parce que certaines boîtes n'y survivront pas, c'est la vérité. Hein, je veux dire, tout le monde ne va pas s'en sortir. Il y a des opportunités qui se sont créées puisque aujourd'hui, on a des compétences qui intéressent des boîtes, des entreprises, je veux dire, qui veulent former leurs équipes. Donc, c'est vrai que du coup, on a eu plus de demandes pour de la formation. Oui. Opportunités auxquelles on répond, évidemment. On va pas dire non, puisque ça a toujours fait partie des transmettre. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Il paraît qu'on est plutôt pédagogue, donc ça, c'est une bonne chose. Donc, il y a des choses qui se feront pas. Ça me rend un peu triste parce qu'il y a des projets clairement pas tristes, tout est relatif, mais il y a des projets qui me branchaient énormément. Mais il y a quand même des portes qui s'ouvrent par ailleurs. Voilà, c'est ce que je peux te dire et que, oui, on est forcément en termes professionnels comme personnels, c'est pas. J'ai quand même hâte que ça se stabilise un peu. Oui, je suis d'accord. Mais par contre, un truc assez incroyable, c'est que ça a permis d'avoir des discussions et de découvrir nos clients. Alors certains, on les connaissait depuis longtemps, mais de voir certaines personnes gérer cette crise d'une manière qui est très admirable vis-à-vis de leurs équipes. Moi, il y a certains clients qui ont forcé, alors, il n'y en a aucun que je trouve nul, mais certains ont vraiment forcé mon admiration. J'ai trouvé ça exceptionnel, la manière dont ils ont géré la crise avec leurs équipes. D'accord. Il y a des gens qui se révèlent quand même, vraiment. Ouais,
Je trouve, ouais, il y a eu beaucoup de révélations, on va dire, pendant cette crise Ouais. sur le profil des gens. Je suis assez d'accord. Ok, pour terminer, parce qu'on a parlé beaucoup, donc il y a beaucoup d'infos à digérer pour ceux qui ont vu cette vidéo. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, donc quelqu'un qui a un produit déjà, qui a son entreprise, ça tourne et tout, mais il aimerait bien se passer sur Internet pour vendre sur Internet, pour peut-être un petit peu automatiser. Il y a des produits avec le e-commerce, tout ce qui est formation et tout, on peut l'automatiser. Quel conseil tu pourrais donner pour se faire connaître rapidement, pour mettre en avant rapidement ses offres et puis pour vendre en tant que Alors, professionnel? ça fait beaucoup de questions. Alors, je pense que la première chose, c'est triste, mais il ne suffit pas d'avoir un bon produit pour que ça marche. Malheureusement, un bon produit ou un bon service ou une bonne formation, la meilleure du monde, ça ne suffira pas. Donc, c'est déjà de très, très bien travailler à qui il veut les vendre, quelles sont les personnes qui vont retirer le plus gros bénéfice de son produit ou de son service, Mhm. et de travailler les messages par rapport à ça. Et derrière, si c'est un pro du marketing, ou quelqu'un qui se débrouille très bien, il va pouvoir mettre en place lui-même les actions. Donc déjà, particulièrement soigner le site internet pour qu'il facilite tout ce qui est acquisition client. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'il soit bien disponible sur tous les terminaux, parce que Bien sûr. malheureusement, on en voit encore beaucoup qui ne facilitent pas l'expérience utilisateur. Et surtout, en fait, moi, mon conseil, parce que la plupart des gens ne sont pas dans ce cas-là, ne sont pas des pros, c'est de ne pas hésiter à utiliser un tout petit peu de budget pour faire appel aux bonnes personnes pour les aider. Parce Tu es la que deuxième je vois personne trop... qui le dit en 2 interviews, donc c'est très très C'est bien. vrai. Parce Oui, qu'en fait, je vois trop de gens qui veulent tout faire eux-mêmes. Et bien sûr que c'est possible. Mais le problème, c'est qu'il y a un risque d'épuisement qui est certain. Il y a un risque d'utiliser tout son argent. Et puis après, si on regarde, le gain derrière, le retour sur investissement va limite être plus long que oui, de se dire, parce qu'il y a aussi une question de timing qui est hyper importante. Entre sortir ça, par exemple, son site e-commerce dans 2 semaines, parce qu'il y a vraiment, il faut le faire maintenant, ou dans 2 mois, on risque d'avoir loupé le coche. c'est sûr. Alors, 2 semaines, c'est un peu short time, parce que je ne voudrais pas que les gens pensent que toi, par exemple, tu fasses tout en 2 semaines. Non. Mais voilà, non, c'est un peu illusoire. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, ça fait perdre trop de temps. Et finalement, on a économisé de l'argent, mais on ne va pas en faire. Donc, ce n'est pas plus intéressant. Donc, mon conseil, c'est d'être très honnête vis-à-vis de soi-même sur ses compétences. Moi, Mhm. par exemple, même si pas mal de gens le pensent, je ne sais pas développer. Par contre, je sais ce qu'il faut mettre, je sais ce qu'il faut faire. Et du coup, je demande, j'ai des gens qui travaillent, et d'ailleurs, on a déjà travaillé ensemble, hein, Ouais, ouais, ouais. pour lequel, voilà, ce sont je sais, voilà, je veux ça, je sais qu'ils vont le faire. Et je sais qu'ils vont le faire bien, beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement que moi, qu'ils vont pouvoir me donner des conseils. Donc déjà, être très honnête par rapport à ses compétences et faire vraiment un travail de comprendre qui est son client et quels sont les messages. Parce que juste mettre en ligne, ça suffira jamais, quoi. Ce que tu dis, c'est tellement important. Je l'ai répété encore hier lors d'un entretien, en fait. Et j'étais en train de dire, cette règle, en fait, sur un site internet, c'est qu'on met une seule offre par page et on met une cible. Et s'il y a plusieurs cibles, eh ben, on fait plusieurs pages, en fait. Mais Plusieurs pages. voilà, mais c'est tellement important de bien cibler, en fait, à qui on s'adresse. C'est l'avatar, en fait, et c'est super bien que tu rappelles ça. Parce que c'est une règle qu'on ne trouve pas partout sur Internet. Hein. C'est quelque chose, on dit toujours que c'est la pub qui va permettre de vendre des produits, que c'est un tunnel de vente et compagnie. Mais en fait, ça, ce ciblage-là, en fait, c'est là-dessus que tout se joue pratiquement, en fait. Alors, la pub, pour moi, c'est un canal d'acquisition de trafic. Ouais, là, Et ce que je constate souvent, c'est des gens qui disent ah, mais ma page, j'ai pas de vente. Alors, oui, mais le problème, c'est que des fois, je dis moi, je ne vais pas faire ce travail de vous pousser du trafic ou de faire en sorte que les gens viennent, parce que si derrière la page, elle n'est pas capable de convertir, exactement. c'est vraiment une question de capacité. Ça ne sert à rien. C'est 1000 fois 0 fera toujours 0. Donc, c'est juste de la perte sèche d'argent. Donc, je te rejoins complètement. Et aussi de concevoir des pages où les gens comprennent ce qu'on attend d'eux sur la page. Oui, Parce que je ne sais pas si tu rencontres, des fois, je rencontre des pages où il n'y a pas d'appel à action. C'est-à-dire que je lis, je oui, trouve ça bien, mais c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je fais si je trouve ça bien? oui, Je n'ai oui. pas forcément envie de t'appeler. Est-ce que je peux télécharger un truc? Est-ce que je peux faire un formulaire? Est-ce que je peux te suivre sur un réseau social? Ou Oui. m'abonner? En fait, il y a énormément de pages, de sites où je me dis, mais c'est dommage et c'est top, mais ils ne te disent pas ce que tu dois faire. Non, Et aujourd'hui, je pense que un gros challenge, c'est bien sûr de t'adresser à la bonne personne, de bons messages, mais aussi de la guider, de bien lui faire sûr. vivre. C'est pour ça que je parle d'expérience, c'est de lui faire vivre l'expérience dès le départ.
Ouais. de la prendre par la main. Ok, tout ira bien, que ce soit pour un produit qui coûte pas cher et encore plus pour un produit qui coûte cher Mhm. ou un service derrière. Mais c'est de lui dire que ok, on s'est rencontrés, ben maintenant je te propose un prochain rendez-vous. Tu vois, c'est un peu comme une relation amoureuse. Mais Et bien ça, sûr. je pense que ça manque. Ok. Très bien. Bon, bah, c'est bien parce que nos messages concordent parce que c'est quelque chose que je dis beaucoup lors de mes entretiens et puis que j'essaie de développer sur cette chaîne YouTube. Donc, donc Ah c'est bah bien. cool. Ça va. On répète le même message pour que ça rentre. Est-ce que, Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, tous les marketeurs tendent vers ça normalement. ouais, bah, ça dépend de ce qu'il y a à vendre derrière aussi. Il y a des marketeurs qui Ah, vont avoir tendance à vendre des systèmes. Bon, bref, on va pas rentrer. non, d'accord. Ça, c'est un autre thème. Est-ce que pour les gens qui ont regardé cette vidéo, qui aimeraient bien te contacter, peut-être pour en savoir plus sur tes offres, pour peut-être se faire accompagner, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Est-ce que tu as le site internet? Donc, c'est quoi l'adresse du site internet? Alors, on a un site internet qui est My Marketing Experience en un mot. Ok, je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, parfait. Donc, ce sera sous la vidéo. D'accord, Sinon, moi, je suis très active sur LinkedIn, d'accord. sans Covid. Je réponds rapidement. Puis après, on est présent sur les principaux réseaux sociaux, Instagram. Alors, Facebook, un petit peu moins. Enfin, Ouais. on publie, mais moins parce que finalement, bah, pour moi, c'est un réseau qui s'est un peu étiolé. Donc, Mhm. il est toujours présente, hein, mais nos clients sont beaucoup plus actifs et les personnes qui s'en sont plus actifs sur LinkedIn et Instagram également. Et puis, on a une chaîne de podcast où on interviewe comme toi. Alors, pas les mêmes personnalités, mais souvent, les gens aiment bien parce que c'est d'autres entrepreneurs également Oui, qui ne sont pas des marketeurs à la base et qui vont se livrer sur leur expérience et s'identifient pas mal, très bien. qui s'appelle My Marketing Podcast. D'accord. Bah, je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo, comme ça, vous pourrez aller voir, écouter les podcasts, regarder les vidéos et puis vous abonner au compte de Sandy sur LinkedIn. Super, merci Bon, beaucoup. merci beaucoup pour cette interview. C'était Merci à toi. super bien. Je te souhaite bah, une très bonne journée. J'espère à bientôt. Bah oui, à bientôt. Bah, certainement, à bientôt. Oui, oui, c'est sûr. À Bon, très bientôt, à très bientôt. Raphaël. Salut. Au revoir. Ciao.